Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Aujourd'hui, on va continuer ce cours de physique quantique de la filière SMP semestre S5 et on va voir le chapitre 2 qui est sur le formalisme mathématique de la mécanique quantique. Dans cette vidéo, je vais donner la partie numéro 1 de ce chapitre 2. Alors, le plan de cette partie-là, je vais donner un rappel de quelques outils mathématiques sur la transformée de Fourier et sur la distribution de Dirac. Ensuite, on va définir l'espace de Hilbert, le vecteur d'état, puis la notation de Dirac. Et on va terminer par la définition d'un produit scalaire qui s'appelle bracket. Je vais commencer par une introduction. Donc, on a déjà vu dans les vidéos précédentes que l'état d'un système quantique peut être décrit par une fonction de carré sommable qui se note psi de RT, qui est appelée fonction d'onde. Cette fonction d'onde, c'est un être mathématique qui peut être complexe. Son interprétation physique, il est contenu dans son interprétation statistique et c'est le carré de son module. Hein. Donc, c'est le carré de son module, le carré du module de la fonction psi de RT qui est égal au produit de sa fonction conjuguée psi étoile par psi. Alors, c'est ce module au carré qui représente ce qu'on appelle la densité de probabilité de présence en un point de l'espace donné. Donc, voilà son interprétation physique de cette fonction d'onde. Donc, c'est un être mathématique. Si vous voulez, son interprétation physique, c'est sa densité de probabilité de présence qui est décrite par ce module au carré de cette fonction d'onde. Bien, alors passons maintenant à ce rappel de quelques outils mathématiques. Je vais donner deux outils. Le premier, c'est la notion de la transformée de Fourier, dont j'ai déjà parlé auparavant, mais là, je vais commencer parce qu'on va l'utiliser dans ce formalisme mathématique. Alors, en mécanique quantique, donc là, c'est mécanique quantique, la transformée de Fourier, TF transformée de Fourier notée psi bar de P, de la fonction d'onde psi R, est donnée par cette formule-là qui est cette intégrale qu'on a déjà vue précédemment. Bien sûr, là, vous avez une constante 1 sur 2 pH bar à la puissance 3,5. Et là, c'est la fonction d'onde multipliée par exponentielle moins i P scalaire R divisé par H bar dr. Le P, ça représente l'impulsion en physique quantique. R, ça représente la position. Ce sont des vecteurs. Hein. Vecteur impulsion, vecteur position. Et là, c'est leur produit scalaire. Le H bar, c'est la constante de Planck réduite. Voilà, donc ici, c'est la fonction d'onde. Là, c'est sa transformée de Fourier qu'on appelle psi bar de P. La transformée de Fourier inverse de psi bar de P s'écrit sous la forme suivante. Vous avez ici la fonction d'onde maintenant qui s'exprime en fonction de la transformée de Fourier dans l'intégrale. Donc, vous voyez que ces deux expressions sont symétriques en quelque sorte. Là, vous avez un exponentiel moins IPR sur H bar. Ici, vous avez exponentiel plus IPR sur H bar. Voilà, donc vous voyez, psi bar de P, c'est la même qui est là, psi R, c'est la même qui est là. Donc, ils sont plus ou moins symétriques. Donc, ces deux expressions vont être utiles par la suite dans le formalisme mathématique. Ces deux fonctions-là, ils obéissent à ce qu'on appelle l'égalité de Parseval-Plancherel, qui s'exprime sous la forme suivante. Donc, vous avez l'intégrale du module au carré de la fonction d'onde dr est égale à l'intégrale du module au carré de la transformée de Fourier au carré de dp. Donc là, c'est une intégrale sur R et là, c'est une intégrale sur P. Je reviens vers les intégrales, enfin de leur définition. Vous voyez là, lorsqu'on exprime la transformée de Fourier, donc vous avez ici la fonction d'onde qui dépend de R, de la variable R, et l'intégrale, il est sur R. OK? Tandis que pour la transformée de Fourier inverse, c'est une fonction de R, la transformée de Fourier dépend de la variable P. L'intégrale ici, c'est sur P. Donc là, c'est sur P, là, c'est sur R. Donc il faut bien faire attention en ce qui concerne, on intègre sur quelle variable. Bien sûr, dans l'exponentielle, il y a les deux variables. Il y a le produit scalaire des deux variables en tant que vecteur. Mais selon, est-ce qu'on cherche la transformée de Fourier ou bien la transformée de Fourier inverse? Bien. Alors maintenant, on va définir le deuxième outil mathématique qui est la distribution ou la fonction de Dirac. Alors, cette distribution, j'ai déjà publié
un exercice sur la démonstration de quelques expressions, de quelques propriétés de cette distribution de Dirac, que je vais donner là, bien sûr, sans démonstration. Donc, cette distribution de Dirac notée delta de x moins x0, centrée au point x0, qui est là, qui est ce point-là. Alors, elle est caractérisée par les propriétés suivantes. La première, c'est on considère une fonction f de x, qui est une fonction quelconque, hein, lorsqu'on la met dans l'intégrale multipliée par cette distribution de Dirac et on intègre de moins l'infini à plus l'infini sur la variable x, eh bien, le résultat de cette intégrale, c'est f de x0. Donc, la fonction f prend la valeur f de x0, donc le point qui est là, qui caractérise cette distribution de Dirac. Donc, cette formule-là, cette propriété-là, si vous voulez la démonstration, il faut revoir donc l'exercice, la correction de l'exercice que j'ai déjà publié précédemment. La deuxième propriété, c'est delta de Cx. Lorsqu'on met une constante ici dans la variable, Cx est égal à 1 sur la valeur absolue de C, delta x. C, c'est une constante qui est non nulle, qui appartient à R étoile. On déduit que delta de moins x égale à delta de x, toujours. Hein. Ça veut dire que la fonction de Dirac est une fonction qui est paire. Donc, toutes ces propriétés-là, donc, il faut revoir donc, la vidéo correspondant à la correction de l'exercice numéro 1 de la série 1, dont j'ai donné la démonstration de ces propriétés-là que vous voyez sur cette diapositive. Bien sûr, cette fonction de Dirac aussi, elle est très utile lorsqu'on va voir le formalisme aussi. Alors maintenant, on va passer vers ce qu'on appelle la définition de ce qu'on appelle un espace de Hilbert. Bon, l'espace de Hilbert, il est bien connu en mathématiques. Donc, comment on va introduire cet espace de Hilbert? Tout d'abord, on va dire que les fonctions de carré sommables qui vérifient la condition, enfin, si on l'a déjà vu précédemment dans l'une des vidéos précédentes, alors les fonctions de carré sommable sont les fonctions qui obéissent à cette condition-là. C'est-à-dire, il faut que l'intégrale de leur module au carré dr, de moins l'infini, si vous voulez, sur tout l'espace, il faut que cette intégrale soit convergente, il faut qu'elle soit finie. Il ne faut pas qu'elle diverge. Hein. Alors, ces fonctions-là, psi rt, sont des fonctions, on appelle dites de carré sommable. Bien. Alors, les fonctions de carré sommable qui obéissent à cette condition, eh bien, ils vont former un espace vectoriel qui est muni d'un produit scalaire qu'on va noter L carré, appelé espace de Hilbert. Donc, cet espace-là, qui est constitué de ces fonctions-là, qui sont les fonctions de carré sommable, c'est-à-dire qu'ils obéissent à cette condition-là, eh bien, ils forment un espace vectoriel appelé espace de Hilbert. Alors, cet espace vectoriel noté L carré, c'est un espace qui est muni d'un produit scalaire. Pourquoi? Parce que là, c'est le module au carré. Donc, c'est l'intégrale sur le module au carré de la fonction d'onde. Ce n'est pas l'intégrale sur la fonction d'onde. Hein. Le module au carré, c'est le produit de psi étoile psi. Donc, il y a une sorte d'un produit scalaire. C'est pour ça qu'on dit bien qu'il est muni d'un produit scalaire. Bien, eh bien, cet espace vectoriel, c'est un espace de Hilbert. Alors, espace vectoriel, vous en avez déjà vu des exemples classiques. Hein, donc, bon, c'est la même structure des espaces vectoriels. Eh bien, lorsque ces fonctions de carré sommables sont aussi solutions de l'équation de Schrödinger, donc ils sont des fonctions de L carré, c'est-à-dire des fonctions qui sont de carré sommable, et ensuite ils sont solutions de l'équation de Schrödinger, eh bien, lorsque les deux conditions sont satisfaites, alors ces fonctions-là, elles constituent un sous-espace de Hilbert noté F. C'est un sous-espace de l'espace L carré. Donc, l'espace, bien le sous-espace F, sous-espace de Hilbert F, c'est un sous-espace qui est contenu dans l'espace vectoriel L carré, qui est l'espace de Hilbert. Alors, cet espace F est appelé espace de fonction d'onde. Bon, c'est un sous-espace, mais on l'appelle un espace. Donc, c'est un espace des fonctions d'onde, et cet espace, enfin, c'est un sous-espace de L carré. Donc, F est inclus dans L carré. Donc, il y a un peu de notation mathématique, donc les définitions qui proviennent, enfin, qu'on ramène bien sûr, des notions mathématiques. Bien, donc c'est un sous-espace de Hilbert, mais après on va l'appeler un espace de Hilbert. Donc, qu'est-ce que c'est un espace de Hilbert? C'est un espace vectoriel tout simplement, avec les conditions que nous introduisons correspondant à notre
fonctions qui vont avoir une interprétation physique. Donc, il faut qu'elles soient de carré sommable et solution de l'équation de Schrödinger. Donc, c'est la condition, enfin, ce sont les conditions que doit vérifier une fonction d'onde. Alors, les propriétés de cet espace F, c'est que lorsqu'on considère toute fonction de cet espace, toute fonction d'onde, donc les fonctions qui appartiennent à cet espace de fonctions d'onde, ce sont les fonctions d'onde. Donc, toute fonction d'onde est définie par un facteur de phase près. Donc, cela, vous allez souvent l'entendre. Donc, lorsqu'on pose une fonction phi de RT est égale à la fonction d'onde psi RT multipliée par un facteur qui est appelé facteur de phase, eh bien, c'est exponentiel imaginaire, exponentiel Iθ ici. Alors, cet exponentiel Iθ, c'est le facteur de phase. Eh bien, toute fonction, elle est définie à un facteur de phase, c'est-à-dire lorsqu'on va poser une fonction phi de RT égale à ce facteur de phase multiplié par psi de RT, eh bien, ces deux fonctions représentent le même état physique. Bien sûr, mathématiquement, ils ont, si vous voulez, des formules qui diffèrent, des expressions qui diffèrent, mais de point de vue physique, ça représente la même densité de probabilité de présence. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va exprimer leur module au carré, psi de RT et de phi RT, eh bien, ces modules-là sont égaux. Pourquoi? Parce que le facteur de phase-là, son module, c'est 1. Donc, le module d'un facteur de phase, le module de exponentiel imaginaire, c'est 1. Donc, cette densité de probabilité que représente la grandeur physique, eh bien, ne dépend pas de ce facteur de phase. C'est pour ça qu'on dit que les fonctions d'onde sont définies à un facteur de phase près. Bien, de même, d'après l'égalité de Parseval-Plancherel, les fonctions psi de RT, qui est la fonction d'onde, et psi bar de P de T, qui est sa transformée de Fourier, sont équivalentes. Donc, on dit que l'une est la transformée de Fourier de l'autre. Puisque lorsqu'on exprime cette égalité de Parseval-Plancherel, on a l'intégrale du module au carré de la fonction d'onde dr est égale à l'intégrale du module au carré de la transformée de Fourier dp. Bon, du point de vue mathématique, si vous voulez, on regarde ces deux intégrales, mathématiquement parlant, les variables sont muettes. Donc, que ce soit j'utilise R ou bien P, mathématiquement, c'est la même chose. Les variables sont muettes. Mais pour les physiciens, eh bien, R, ça représente une grandeur physique, ça représente la position, et P, ça représente l'impulsion. Mais si vous voulez, on observe bien ces deux intégrales, elles sont pratiquement équivalentes, elles sont pratiquement symétriques. Bon, c'est la variable qui change, c'est la forme de la fonction qui change. Alors, on pourra dire que ces deux fonctions, qui sont psi de RT et psi bar de P de T, en fait, sont deux représentations possibles d'un même objet mathématique. Psi de RT et psi bar de P de T, ce sont deux objets mathématiques aussi, donc ça c'est un objet mathématique. Psi bar de P de T, c'est un objet mathématique. La différence entre ces deux objets, c'est la variable. Là, vous avez une variable R, là, vous avez une variable P. Donc, on pourra dire que ces deux objets sont deux représentations possibles d'un même objet mathématique qui va être plus général. Cet objet mathématique, on va l'appeler vecteur d'état. OK? Donc, on va définir ces vecteurs d'état dont la fonction d'onde et la transformée de Fourier sont deux représentations possibles de ce vecteur d'état. Alors maintenant, on va passer vers la fameuse notation de Dirac, donc qui est introduite par Dirac. Alors, à toute fonction d'onde psi de RT qui appartiennent à l'espace des fonctions d'onde F, on fait associer un vecteur d'état noté. Alors, comment on va noter ce vecteur d'état? Eh bien, on va prendre, si vous voulez, le symbole ici qui est psi de RT, mais on va enlever la variable R, la variable spatiale, et on garde la variable temporelle, la variable T. Puis on va mettre des crochets, une barre à gauche et un crochet à droite. Donc ce vecteur d'état va être noté sous la forme suivante. Donc on met psi de T en enlevant le R, et puis on met un crochet comme ça à droite et une barre à gauche. Alors ce vecteur d'état est appelé un ket. Voilà, donc ça c'est la notation de Dirac. Donc notre vecteur d'état, il est représenté par cette expression et qui est appelé un ket. Alors, ce vecteur d'état, ce ket, il constitue aussi un sous-espace de Hilbert qu'on va noter E,
qui est isomorphe à F. Alors ce E-là, ce sous-espace de Hilbert E est appelé espace des états. Donc le E est un espace des états qui est formé, qui est constitué par ces quêtes, par ces vecteurs d'état qui sont les quêtes. Bon, de point de vue mathématique, on va exprimer ces notions mathématiques de la manière suivante. Donc, à chaque fonction d'onde appartenant à l'espace F, à l'espace des fonctions d'onde F, eh bien, il y a un isomorphisme qui est exprimé par le vecteur d'état psi de t, qui est par le quête psi de t, qui appartient à l'espace des états E. Donc, c'est-à-dire ce vecteur d'état, en quelque sorte, c'est une image. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai une fonction d'onde dans cet espace F, je peux trouver son image dans l'espace E. Bon, c'est comme ça que je peux, si vous voulez, expliquer d'une manière très simple. Mais l'isomorphisme, si vous voulez, du point de vue mathématique, eh bien, ce sont des notions que les mathématiciens connaissent très, très bien. Bien, alors cet espace des états E, sa structure, c'est une structure d'espace vectoriel sur le corps des nombres complexes. Bon, vous en avez déjà vu des espaces vectoriels dans la mécanique classique, donc les vecteurs usuels que vous connaissez avec une flèche au-dessus. Mais nos vecteurs, ce sont des quêtes pour l'instant. Donc, si je considère deux quêtes, qu'est-ce que ça veut dire structure d'espace vectoriel? Si je considère deux quêtes psi1 et psi2, tous les deux, ils appartiennent à cet espace des états E, et soit deux scalaires, deux nombres scalaires, lambda 1 et lambda 1 et lambda 2 complexes appartiennent à C, sont des nombres complexes. Donc, c'est un espace vectoriel sur le corps des nombres complexes. Et puis, on va considérer leur combinaison linéaire. Donc, soit le vecteur psi, qui est exprimé comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs psi1 et psi2. Donc, on va écrire sous la forme suivante. Donc, psi, le quête psi est égal à lambda 1, psi 1 plus lambda 2, psi 2. Donc, psi 1 et psi 2 appartiennent à l'espace des états E. Eh bien, leur combinaison linéaire, elles appartiennent aussi à un espace, au même espace E. Donc, ce psi-là, qui est formé par la combinaison linéaire de ces deux vecteurs psi 1 et psi 2, eh bien, le psi, il appartient aussi à l'espace des états E. Eh bien, c'est ça ce qu'on appelle structure d'espace vectoriel. C'est comme les vecteurs que vous connaissez, les vecteurs usuels. Lorsque vous avez un vecteur V1 et un vecteur V2, vous faites leur combinaison linéaire. Ça donne un vecteur V qui est aussi un vecteur. Donc, c'est ça ce que ça veut dire. Donc, lorsque vous faites combinaison linéaire des vecteurs d'état, vous obtenez aussi un vecteur d'état. C'est ça ce que ça veut dire d'une manière très, très simple. Bien, donc on a défini l'espace de Hilbert, et qui est cet espace E, l'espace des états, et les vecteurs d'état qui sont les quêtes, qui appartiennent à cet espace E. Alors maintenant, on va voir comment on va exprimer le produit scalaire dans cet espace des états. Donc c'est pour ça qu'on va introduire un vecteur qui s'appelle un bras. Eh bien, ce bras-là, il est associé, il correspond à chaque quête, c'est-à-dire à chaque vecteur d'état, à chaque quête psi qui appartiennent à l'espace des états E, on fait correspondre un bras. Alors, ce bras, c'est quoi? Eh bien, c'est le conjugué de ce quête, qu'on va noter d'une manière symétrique. Donc, à chaque quête psi appartienne à E, on fait correspondre un bras, on va appeler un bras. Eh bien, le bras, il se note de la manière suivante. Donc, ici, la barre, elle est à gauche. Bon, là, la barre, elle est à droite. Là, le crochet, il est à droite. Ici, le crochet, il est à gauche. Alors, ce bras, qui est noté d'une manière symétrique par rapport au quête, est égal au conjugué du quête. Alors, ce bras, il appartient à un espace E étoile, qui est l'espace dual, l'espace conjugué de l'espace E. Donc, E étoile est appelé espace dual, ou bien espace conjugué de l'espace des états E. Ça aussi, c'est un espace des états qui est constitué par les bras. Donc, le E, il est constitué par le quête. Le E étoile, il est constitué par le bras. Bon, vous voyez bien là, pour expliquer cette notation, cette fameuse notation qui est très, très magnifique, vous allez voir par la suite. Peut-être c'est nouveau pour vous, pour ceux qui vont voir ces notations pour la première fois, mais quand vous allez faire des exercices, etc., on va avancer dans le cours, vous allez voir qu'ils sont très, très utiles.
Alors, comment je pourrais expliquer cette notation-là, ce bras, par rapport au ket? Eh bien, c'est comme si en prenant le ket et on le mit en face d'un miroir. Hein. Donc, quand on met le ket en face d'un miroir là, donc on voit tout d'abord le premier, enfin le premier symbole qui va apparaître, c'est cette barre-là. Ensuite, on va voir le psi. Ensuite, on va voir l'image de ce crochet-là qui va être comme ça. Donc, celui-là, c'est l'image de celui dans un miroir et l'inverse. Hein. Même celui-là, son image, c'est celle-là. Donc là, je peux l'expliquer comme ça d'une manière très simple, j'ose dire. Bien, alors si je considère maintenant une combinaison linéaire, donc un vecteur ket qui est égal à une combinaison linéaire de deux quêtes. Donc je considère un ket psi qui s'exprime lambda psi 1 plus lambda 2 psi 2 et tout le monde, enfin les trois vecteurs qui sont là, appartiennent tous à l'espace E. Et maintenant je vais exprimer, si vous voulez, leur conjuguer, leur bras, le bras de psi. Donc le bras de ce psi, hein, donc il s'exprime sous la forme suivante. Donc, je vais considérer le conjugué de cette combinaison linéaire. Donc, faites attention, là, les lambda i sont des complexes. Donc, lorsque je vais prendre le conjugué de toute cette égalité-là, eh bien, on va avoir les conjugués de ces lambda 1, lambda 2 aussi. OK? Voilà. Donc, le vecteur bras psi égale au vecteur bras psi 1, donc le bras de celui-là, lambda 1 étoile. Hein, donc, c'est le conjugué de lambda 1 plus le bras psi 2 conjugué de lambda 2 étoile et tout le monde appartient à l'espace dual, à l'espace E étoile. Que ce soit le bras psi, que ce soit le bras psi 1, que ce soit le bras psi 2, appartiennent tous à E étoile. Donc, vous voyez ces structures de ces deux vecteurs d'état qui sont que ce soit le ket, que ce soit le bras. Alors maintenant, pourquoi on les a appelés en fait vecteurs d'état? Donc là, je peux expliquer d'une manière détaillée. Alors, on les appelle vecteurs, tous les deux, que ce soit le ket, que ce soit le bras. On les appelle vecteurs parce qu'ils appartiennent à un espace vectoriel. Donc, que ce soit le E, que ce soit le E de E étoile, sont des espaces vectoriels qui sont, enfin, qu'on les appelle espaces de Hilbert. Bon, ce sont de sous-espaces, mais si vous voulez, pour alléger la notation, on les appelle couramment des espaces de Hilbert. Donc, le E étoile sont des espaces vectoriels. C'est pour ça qu'on les appelle des vecteurs d'état, des vecteurs. On les appelle des vecteurs. Des vecteurs d'état parce que maintenant, ils vont décrire l'état d'un système, l'état d'une particule, par exemple, d'une particule quantique. Donc, vecteur d'état. Hein. Vecteur, c'est l'équivalent des vecteurs usuels classiques que vous connaissez, mais ici, ce sont des vecteurs d'état, donc ils vont décrire l'état d'un système qu'on va étudier, par exemple. OK? Bien. Alors maintenant, on a défini les quêtes, hein. On a défini leurs conjugués qui sont le bras, enfin, qui est le bras, le conjugué du quête qui est le bras. Maintenant, on va exprimer leur produit scalaire. Hein. Alors, le produit scalaire, on va l'appeler un bracket. Donc, vous allez, si vous avez une imagination, vous pouvez bien imaginer comment il va être exprimé ce bracket. Donc, on va définir le produit scalaire de psi de t et phi de t de la manière suivante. Voilà le ket psi et voilà le bras phi. Alors vous allez me dire là, oui, parce que le ket psi là, il a une barre et le phi qui est ici un bras, donc c'est le conjugué du ket, il a aussi une barre. Eh bien en fait, lorsqu'on exprime le produit scalaire, on enlève une barre. Normalement, il y a deux barres là. Alors pour alléger la notation, on enlève une barre, on ne garde qu'une seule. Mais par la suite, on va avoir besoin de mettre quelque chose entre les deux, si vous voulez, entre le bras et le ket, eh bien, on va remettre les deux barres. Là, la barre correspondante du ket et la barre du bras. Hein, le bras qui est ici, le phi, donc c'est le bras de celui-là. C'est le conjugué du ket qui est là. Donc, ce produit scalaire bras-ket, en fait, on revient vers les expressions dont vous avez l'habitude, les expressions correspondant aux fonctions d'onde. Eh bien, ce produit scalaire qui s'exprime de la manière suivante en notation de Dirac, ce n'est autre que l'intégrale du produit du conjugué de la fonction d'onde phi de RT, donc c'est son conjugué scalaire, la fonction d'onde phi de RT. Donc ici, le ket, ici, ça correspond à la fonction d'onde
psi rt, le bras phi de t, il est associé à la fonction d'onde, à son conjugué. Hein, donc le étoile, parce que le phi de t, c'est le conjugué du bras, le conjugué du ket de phi. Donc ici, vous avez le conjugué qui correspond au bras, et là, c'est la fonction psi qui correspond au ket psi de rt. Et si jamais on veut inverser, si vous voulez, on va mettre le psi dans le bras et le phi dans le ket. Eh bien, c'est le conjugué de cette expression, c'est-à-dire le produit scalaire de psi phi est égal au conjugué du produit scalaire de phi de t, psi de t. Donc, vous voyez là, on a inversé, donc il faut rajouter le conjugué ici. Bien, donc voilà la définition d'un produit scalaire. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, on va voir par la suite. Alors, ce produit scalaire, c'est ce qu'on va appeler un bracket, bon, lorsqu'on l'écrit de la manière suivante, ou bien c'est le bras scalaire ket. Hein, voilà donc la définition du produit scalaire. Bien, alors lorsqu'on va faire le produit scalaire de ces deux vecteurs d'état, hein, le résultat est un scalaire. Donc là, lorsqu'on va mettre égal, on va obtenir un scalaire. C'est comme le produit scalaire de deux vecteurs usuels que vous connaissez. Lorsque vous faites le produit scalaire de V1, V2, eh bien, le résultat est un scalaire. Hein. Donc ici aussi, c'est la même chose. Le produit scalaire de deux vecteurs d'état, ça donne un scalaire. Ça donne un nombre scalaire. Voilà, c'est le résultat de cette intégrale si on veut revenir vers les notations correspondant aux fonctions d'onde. Bien, alors maintenant, on va, si vous voulez prendre un cas particulier, définir ce qu'on appelle la norme d'un vecteur d'état. Alors, la norme d'un vecteur d'état est donnée par l'expression suivante. Donc, on prend le symbole psi, enfin, dont on veut calculer la norme, le psi, il est là. Vous voyez là que j'ai enlevé le t, mais vous pouvez le mettre là. OK? Donc, c'est juste pour alléger l'écriture. Donc, on met deux barres à gauche et à droite. Hein. Donc, c'est une notation que vous avez déjà utilisée pour les vecteurs usuels. Hein. Donc, c'est la norme ici. Vous l'appelez en module. Là, on va l'appeler une norme. Eh bien, cette norme est égale à la racine carrée du produit scalaire du psi avec lui-même. Hein. Donc, psi-psi. Donc, le produit scalaire psi-psi, on prend la racine carrée de ce produit scalaire, ça me donne la norme de ce psi. La norme du vecteur psi. Si je veux utiliser la notation des fonctions d'onde, bien sûr, là j'ai psi-psi, donc je vais avoir psi étoile psi, qui n'est autre que le module au carré, donc c'est la racine de l'intégrale du module au carré de ce psi rt dr. Okay? Voilà donc la définition de la norme à partir de ce produit scalaire. Bien, parlons un petit peu maintenant de ce qu'on appelle la linéarité de ce produit scalaire, hein, lorsqu'on va utiliser un produit scalaire d'une combinaison linéaire de l'un des vecteurs, c'est-à-dire que ce soit du ket, que ce soit du bras. Bien, alors on va commencer par le ket, c'est-à-dire donc on va considérer deux nombres scalaires qui sont complexes, lambda 1, lambda 2, et on va écrire le ket sous forme d'une combinaison linéaire de deux vecteurs psi 1 et psi 2. Donc lambda 1 psi 1 plus lambda 2 psi 2 dans un ket. Hein. Eh bien, le bras phi, c'est celui-là. Alors, on va développer ce produit scalaire. Eh bien, ceci, si vous voulez, ça se développe très, très mal simple. Donc, on a lambda 1, psi 1 qui est là, scalaire phi, hein, psi 1 scalaire phi, plus lambda 2, psi 2 scalaire phi. Voilà, donc ça se développe d'une manière très, très facile. Maintenant, lorsqu'on va considérer la combinaison linéaire du côté du bras, hein, donc là, vous avez un bras qui est constitué de combinaisons linéaires de deux vecteurs phi 1 et phi 2. On a aussi lambda et lambda 2. Alors, faites attention, lorsqu'on va faire sortir les lambda i à l'extérieur, eh bien, ils vont prendre la valeur de leur conjugué. Hein. Donc, on va avoir lambda 1 étoile, produit de psi phi 1, psi phi 1 ici, plus lambda 2 étoile, produit de psi phi 2. Donc, vous voyez bien la différence lorsque la linéarité elle est dans le ket et lorsque la linéarité elle est dans le bras. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on va déduire que le produit scalaire est linéaire par rapport au ket, psi, c'est-à-dire du côté droit, hein, à droite ici, et il est antilinéaire par rapport au bras. Par rapport au bras, c'est-à-dire à gauche ici. Voilà, donc le produit scalaire il est linéaire lorsqu'il apparaît dans un ket à droite et il est antilinéaire lorsqu'il apparaît
à gauche dans le bas. Donc, il faut bien faire attention, surtout là, pour du côté du bas. Donc, la majorité des étudiants, bon, enfin, si vous voulez, ils oublient de prendre le conjugué. Alors, quand on dit un conjugué, c'est un plus i devient un moins i, ou bien un moins i devient un plus i. C'est ça ce que ça veut dire, le conjugué d'un nombre complexe. Bien, donc voilà, c'est la fin de cette partie numéro 1 de ce formalisme, de ce chapitre 2 sur le formalisme mathématique. Et on va continuer dans si vous voulez, les prochaines vidéos. Et enfin, donc, je vous remercie pour votre attention.